Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette pause estivale. Être empathe, c'est quelque chose que l'on entend de plus en plus et vous vous reconnaissez peut-être dans cette sensibilité aiguë, dans cette capacité à ressentir les émotions des autres, parfois même au point de les porter dans votre propre corps. Mais si cette aptitude s'apparente à un don pour certains, elle cache en fait souvent une réalité plus complexe sur le plan neurobiologique et c'est vraiment de ça dont j'avais envie de parler avec vous aujourd'hui afin que vous puissiez mieux comprendre ce que vous vivez et puis aussi pour retrouver le contour de vos limites, ce qui est un vrai sujet quand on parle d'empathie. Donc on va aborder ce que c'est que l'empathie et ce qui l'orchestre au niveau cérébral et puis on parlera ensuite de ses conséquences invisibles et pourquoi en réalité elle est une dérégulation du système nerveux. Et puis on abordera les solutions qui s'offrent à vous pour continuer à ressentir et à être connecté aux autres, mais dans le respect de vos limites. L'empathie est une capacité humaine fondamentale parce que d'un point de vue évolutif, elle nous a permis de survivre, puisque détecter les émotions d'autrui renforçait la cohésion du groupe, améliorait la communication et facilitait aussi l'évitement des conflits avec cette sensation de se comprendre. L'empathie, c'est vraiment ce qui nous permet de nous connecter à l'expérience de l'autre et d'y être sensible. C'est une aptitude qui est vraiment codée dans notre architecture cérébrale et en particulier dans ce qu'on appelle le cortex insulaire antérieur, qui est une région clé pour la perception des états internes et puis aussi des signaux sociaux. Mais cette fonction peut devenir dysfonctionnelle parce que lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle ne facilite plus les relations, elle va en fait les surcharger et c'est comme s'il y avait une assimilation entre ce que vous ressentez et ce que les autres ressentent. D'ailleurs, les empathes expriment souvent des choses comme je prends tout, je ressens tout, je suis plombé, je suis une éponge, etc. Et c'est parce que le cerveau ne se contente plus d'interpréter les émotions d'autrui, il va en fait les ressentir littéralement comme siennes, ce qui va déclencher des réactions physiologiques comme l'accélération du rythme cardiaque, une tension musculaire et même la sécrétion de cortisol, semblable à celle générée par nos propres expériences émotionnelles. Donc dans une empathie débordante, dirais-je, je ne vis plus ma réalité émotionnelle, je vis celle de l'autre, perçue par mon cerveau comme étant mienne. Et c'est vraiment pour ça, à cause de cette assimilation, que ce que certains appellent être empathe est en réalité, dans notre perspective neurosomatique, le reflet d'une hyperactivation du système nerveux liée à un déficit d'intégration sensorielle, c'est-à-dire en fait un dysfonctionnement dans la manière dont mon cerveau va intégrer les informations qui lui parviennent du monde, ou à un trouble de la perception interoceptive, c'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà expliqué, une difficulté à ressentir ce qui se passe dans notre corps. Donc je vous l'ai dit, le cortex insulaire est un acteur clé de l'empathie, puisqu'il joue un rôle central dans la perception de soi et d'autrui. C'est aussi une des régions impliquées dans le traitement de la douleur, des émotions, et puis dans ce qu'on appelle le système miroir. Il va s'activer fortement lorsqu'on observe la douleur ou la détresse d'autrui, et ça, c'est un phénomène qui a été documenté par plusieurs études d'imagerie cérébrale. Et encore une fois, c'est normal. Mais ce qui distingue une empathie normale d'une empathie excessive, c'est vraiment la capacité du cerveau à moduler cette activation. C'est-à-dire que je peux être touchée par l'histoire ou la peine d'une personne, mais si j'en viens à ressentir cette peine comme si c'était la mienne et à perdre contact avec mon propre bien-être émotionnel parce que j'absorbe complètement les émotions de l'autre, ce n'est plus normal. C'est vraiment un signe que mon cerveau ne sait pas moduler correctement cette capacité d'empathie et donc se séparer des stimuli externes. Et cette modulation dépend de quoi? Eh bien notamment de l'état de régulation de notre système nerveux, c'est-à-dire qu'un système sous stress chronique réduit notre capacité d'inhibition émotionnelle, ce qui va rendre le cerveau plus perméable aux signaux extérieurs. Donc autrement dit, un excès de stress empêche mon cerveau d'intégrer correctement les informations sensorielles qu'il reçoit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous aurez certainement remarqué que lorsque vous êtes vous-même moins bien, moins en forme, vous avez plus de mal à supporter les personnes négatives ou déprimées parce que vous allez absorber leur négativité plus qu'à l'accoutumée. Je vous ai aussi expliqué, lorsqu'on a abordé ensemble la réponse au stress de Faune, qui est la tendance à s'oublier pour les autres, que le cerveau a parfois décidé que la meilleure manière de nous protéger, c'est d'anticiper les besoins des autres. Dans le Faune, la personne est dans l'hypervigilance et scanne en permanence les réactions et les besoins des autres pour s'adapter.
Tout ça est évidemment inconscient. Eh bien, il y a quelque chose de très similaire dans l'empathie. Parce que chez les personnes ayant développé notamment un trauma complexe, qui est dû par exemple à un type d'attachement désorganisé, eh bien cette hypersensibilité émotionnelle devient un mécanisme qui protège la survie grâce à la prédiction. D'ailleurs, je vous avais aussi dit que dans le faune, la personne est dans l'hypervigilance et elle scanne en permanence les réactions et les besoins des autres pour s'adapter. Si je ressens ce que l'autre ressent, je peux prévenir le danger. Et qu'est-ce que la personne veut à tout prix conserver? Eh bien, le maintien du lien. L'attachement, n'oublions pas, est un besoin de survie et l'empathie devient alors une stratégie de survie. N'oublions pas que le cerveau s'adapte à tout et que l'adaptation est exactement la raison d'être de ce système nerveux. Donc si une personne a une précision interoceptive faible, chercher des repères à l'extérieur est véritablement une stratégie adaptative. Le résultat, c'est que l'individu va développer une dépendance à la corégulation émotionnelle, c'est-à-dire qu'il tente de stabiliser son propre état en régulant les émotions d'autrui, souvent de manière inconsciente. Et ce phénomène va encore s'aggraver par ce qu'on appelle le mismatch sensoriel, qui est en fait une mauvaise intégration entre les signaux visuels, auditifs, proprioceptifs et vestibulaires. Pour dire les choses plus simplement, dans un mismatch sensoriel, le cerveau va distinguer une incohérence entre les informations qui lui sont transférées par nos différents systèmes sensoriels. Ça va naturellement augmenter le niveau global de menace et ça peut pousser le cerveau à se focaliser sur le lien social comme moyen de régulation au détriment de ses capacités internes puisqu'il ne sait pas sur quelle information il peut véritablement s'appuyer pour assurer notre sécurité. Donc les conséquences d'une hyperempathie sont réelles parce que lorsque l'empathie devient excessive et non régulée, elle se transforme en fardeau. Chez les professionnels de la relation d'aide, on appelle d'ailleurs ça la compassion fatigue et c'est tout simplement un épuisement émotionnel profond causé par une exposition prolongée à la détresse d'autrui combinée à l'incapacité de se différencier émotionnellement de cette souffrance. Mais ce phénomène ne touche pas uniquement les thérapeutes ou les soignants, et de nombreuses personnes se décrivant comme empathes vivent un surmenage émotionnel comparable sans en avoir les mots. D'un point de vue neurobiologique, c'est vraiment le système nerveux autonome qui entre en mode de protection. Trop stimulé, il va finir par basculer soit en hyperactivation, état de lutte ou fuite, soit en hypoactivation, état de figement ou de dissociation. La personne va alors se couper de ses sensations pour se protéger d'une surcharge qui est perçue comme menaçante et ça crée souvent des symptômes comme une fatigue inexpliquée, un besoin de retrait social, des troubles du sommeil, des douleurs chroniques, de l'anxiété ou même un burn-out. On m'a déjà demandé quelle était la différence entre l'hyperempathie et l'anxiété sociale. Alors, les deux partagent un terrain commun qui est l'hypersensibilité aux signaux relationnels. Mais dans l'anxiété sociale, cette hypersensibilité prend la forme d'une peur intense du jugement. Alors que dans l'hyperempathie, elle se manifeste plutôt par une incapacité à ne pas ressentir l'état émotionnel de l'autre. Donc les deux états reposent souvent sur des mécanismes similaires, c'est-à-dire l'hyperactivation de l'amygdale, un trouble de la lecture des signaux sociaux, une surcharge du cortex insulaire et puis aussi une faible capacité de régulation par le cortex préfrontal. J'aimerais aussi casser une croyance encore trop répandue qui dit que la perméabilité émotionnelle est tout simplement le signe d'une intuition très développée ou même d'une médiumnité. J'ai vu beaucoup trop de personnes se sentir prisonnières de cet état, finir complètement épuisées et finalement se résigner à vivre comme ça, comme si l'hyperempathie était un choix divin. C'est faux. Percevoir n'est pas être absorbé ou dépassé par ce qu'on perçoit. Par ailleurs, les meilleurs médiums ont au contraire une très fine interoception qui leur permet de capter les informations en eux et non pas d'absorber les émotions de l'autre. Donc il y a une vraie nuance entre ces deux états. Et si vous voulez développer votre intuition, vous avez en fait tout intérêt à justement travailler sur votre interoception pour pouvoir être davantage connecté à votre corps, à l'instant T et laisser justement vos sensations vous donner les informations que vous souhaitez. Donc est-ce que l'empathie est normale ? Oui, c'est normal. Ce n'est pas l'empathie qu'il faut rejeter, mais l'incapacité à se différencier. On peut être connecté aux autres sans se confondre en eux. On peut ressentir sans s'effondrer. On peut aider sans pour autant se sacrifier. Et tout ça commence par une seule chose, un système nerveux qui sait en toute sécurité où je commence et où l'autre commence. Et c'est pour ça que l'intelligence neurosomatique a une vraie solution. En améliorant l'intégration des signaux sensoriels
visuelle, auditive, vestibulaire, en renforçant la proprioception et la cartographie du corps, en développant une meilleure conscience interoceptive, le ressenti de la faim, de la fatigue, la tension, etc. Et puis en allant créer des expériences de sécurité répétées, à faible charge, pour que le système nerveux apprenne à sortir de l'hypervigilance. Donc ces approches permettent vraiment de poser des limites réflexes, c'est-à-dire des frontières internes ressenties et non pensées. Parce qu'on ne peut pas simplement se dire « je ne veux pas absorber ça ». On accompagne vraiment le corps à ressentir une séparation claire, une distinction entre soi et l'autre. Et lorsque cette capacité revient, eh bien l'hyperempathie se transforme. La sensibilité reste, mais elle devient un outil au service de la conscience et non pas une faille dans la régulation. D'ailleurs, si vous aimeriez vous aussi maîtriser toutes ces subtilités neurologiques pour aller plus loin que les autres méthodes d'accompagnement et pouvoir aussi toucher plus de clients, la prochaine session de praticien en intelligence neurosomatique commence au mois d'octobre. Vous retrouverez les informations en description de cette vidéo, ainsi qu'un lien vers mon atelier pour améliorer votre interoception et commencer tout de suite à reprendre votre vraie place.